Et puis le maître, petit à petit, tous les jours, un peu plus, m'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, dans ce cadre de tatouage avec cette clientèle, donc les Yakuza. La semaine dernière, je me suis fait faire un tatouage traditionnel japonais qu'on appelle Tebori par un tatoueur français basé à Nice qui s'appelle David Rasputin. David a appris le Tebori auprès d'un maître japonais, maître Honda Tsuyoshi, au cours de différents voyages d'apprentissage sur plusieurs années. Une fois la séance terminée, David a bien voulu m'accorder une petite interview que je vous présente aujourd'hui. Mais avant ça, si vous n'avez pas vu la vidéo de la séance de tatouage la semaine dernière, je vous invite à aller la regarder avant de regarder l'interview, ça pourra vous expliquer un petit peu ce dont on va parler pendant l'interview. Voilà, c'est parti pour l'interview et moi je vous retrouve après. Donc David, merci de te prêter au jeu de cette petite interview. Du coup, est-ce que tu peux commencer par te présenter si Bien sûr, alors voilà, je m'appelle David Rasputin, le nom de l'artiste, Aka Rasputin. Je suis tatoueur spécialisé en tatouage traditionnel japonais depuis maintenant 9 ans, élève du maître Honda. Ok. Plus de 12 ans, 13 ans de tatoueur. D'accord. Donc tu as commencé à être tatoueur entre guillemets à l'européenne avant de te mettre au tatouage. Ouais, j'ai commencé le tatouage à la machine, comme tout le monde, en apprentissage. Et puis c'est au bout de 4-5 ans que j'ai voulu me spécialiser en tatouage asiatique. Ok. Et bien sûr tatouage japonais. Et le tatouage traditionnel japonais, c'était un rêve. D'accord. Et donc qu'est-ce qui fait que c'était le tatouage japonais pour toi Le tatouage japonais parce que je pense que, moi en tant qu'enfant, c'était les mangas, les films de kung-fu. Voilà, après souvent j'en parle, ma mère aussi qui était très attirée par tout ce qui est le mobilier et l'art asiatique en général. Donc déjà tout ça me donnait j'avais une sensibilité plus pour tout ce qui était asiatique que le reste. Et donc dans le tatouage, c'était ce que j'avais envie de faire. Okay. J'avais envie de tatouer des dragons, toute cette culture-là me plaisait, donc j'avais envie de faire ça. D'accord. Et donc comment t'en es arrivé à réussir à avoir un apprentissage et à démarrer dans le tatouage? L'apprentissage, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. J'ai cherché un shop. Enfin, disons que quand je suis rentré dans le tatouage, tout à fait par hasard, je suis allé me faire tatouer, et c'est comme ça, en voyant les machines, les trucs, ça m'a intrigué, je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Et le tatoueur, lui, m'a dit, si tu veux, je te fais une formation, donc je suis rentré comme ça dans le tatouage. Après, ça c'était à l'étranger, je suis revenu en France, et en France, j'ai commencé à travailler dans un shop en tant qu'apprenti tatoueur. Et c'était à Nice, dans le shop Lucky Sailor, à Nice. Et donc voilà, j'ai pu regarder le travail et voir comment travaillait Luc, qui est le responsable, qui était le responsable en tout cas à l'époque du shop. Et voilà, un artiste polyvalent, quelqu'un qui est très fort en portrait, qui est très fort en old school, qui est très fort en plein de trucs. Il m'a amené plein de conseils. Et puis voilà, je commençais en tant que tatoueur moderne à la machine. Et c'est là à un moment donné où dans les recherches, je voulais voir comment était fait le tatouage traditionnel japonais, pas l'interprétation occidentale, mais le tatouage traditionnel japonais. Donc il y avait des vieilles photos en noir et blanc qu'on va trouver sur internet. Mais alors oui, on savait que les mecs ils piquaient comme ça au Tebori, mais comment, pourquoi, qui, c'était un flou, ou alors des personnes très très connues, mais ils mixent machine et Tebori. Moi j'avais vraiment envie de quelque chose de très 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 traditionnel. Et c'est une rencontre sur internet du maître Honda que j'avais en ami sur Facebook. Et voilà, moi je ne savais pas du tout que c'était le maître Honda. Et c'est dans les échanges en fait, lui il aimait ce que je mettais. Et donc voilà, on a commencé à discuter et j'ai su par la suite qui il était. Okay. Qu'il était l'élève de maître Nakamura. Depuis, à l'époque quand je l'ai connu, ça faisait 25 ans. Et qu'il était son élève, et c'est de là, voilà, j'ai commencé à discuter avec lui, à lui demander s'il prenait des apprentis, s'il formait des gens. Et ça a été 2 ans et demi de refus, mais catégorique, et ce n'est que 2 ans et demi après que il m'a lui-même posé la question, en me disant mais c'est vraiment ce que tu veux, parce que tu m'en parlais pendant 2 ans et demi, et à chaque fois je voulais m'envoyer bouler.
que voilà, qu'on a commencé à entrer dans ce processus d'apprentissage. Ouais. Donc, par l'accord de son maître. Parce que c'est son maître qui a accepté que lui me prenne voilà, en apprentissage. D'accord. Okay. Et du coup, comment ça s'est passé cette acceptation? Tu as dû aller sur place te présenter Alors eux, ils ont discuté. À la fin de la discussion, donc Nakamura a accepté qu'on apprenne un déchi, un apprenti. Et donc il m'a dit, David, voilà, Nakamura a dit dans un mois tu peux être au Japon. Okay. Donc il faut que tu prends tes affaires et puis tu vas. Le maître qui décide et tu... C'est ça. Et donc j'arrive au Japon, première fois pour moi. Hein, je connaissais pas, je n'étais jamais allé au Japon. Je rencontre le maître, il me met dans un hôtel pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il me dit bon, tu fais tes valises, on s'en va. Là, je me suis dit, on va me ramener à l'aéroport. Pas du tout, j'arrive chez le maître, et puis il y a un futon neuf, il y a un coussin, il y a un kimono, et un deuxième kimono. Et puis voilà, c'est ici, tu vas dormir, tu vas vivre ici. Et ça a commencé comme ça. D'accord. Donc voilà, ça c'est le prémisse. Le début. Tout début. Et du coup, alors l'apprentissage en lui-même. L'apprentissage, c'est nettoyer. Ouais. C'est ranger, c'est regarder, c'est remettre les choses à leur place. C'est comme ça. Au début, on s'assoit, on regarde, on ne dit rien. Et puis le maître, petit à petit, tous les jours, un peu plus, m'explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Dans ce cadre de tatouage avec cette clientèle, donc les Yakuza. Et donc, voilà, c'est pas des gens comme dans un shop où on peut avoir des personnes qui vont être sympathiques, on va peut-être taper la main, on va tout de suite tutoyer. Non, là, on y a un cadre, on a une place, il y a une hiérarchie, il y a le maître, il y a l'élève. L'élève, donc, lui, doit prendre, j'ai une bêtise, mais prendre le sac de la personne, le poser, récupérer les affaires, aller chercher un café, un thé, ou à boire, ou allumer une cigarette, et puis se mettre en retrait, toujours en retrait. Et donc, d'apprendre ces codes un petit peu. Et pendant les sessions de tatouage, d'être... alors au début, je faisais rien du tout, j'étais juste assis, je devais regarder. Okay. Et puis par la suite, petit à petit, il me mettait en fait dans la session à me demander de lui donner des choses. Et donc je voyais un petit peu le processus, comment se passait quand il travaillait l'encre. Il me laissait... Alors au début, j'avais pas le droit de regarder. Alors après, il me laisse regarder. Et puis un jour, il m'a dit, je vais te montrer comment on fait les aiguilles. Et ça, c'est un secret, on va dire, de fabrication. Faire les aiguilles, on ne les fait pas devant, on ne montre pas comment on fait les aiguilles. Voilà, toutes ces choses-là sont des petits secrets au sein même du clan, au sein même de la famille. Et puis, c'est comme un privilège qui t'est donné de pouvoir voir, apprendre et les faire. Okay. Voilà. Donc du coup, la clientèle, comme on disait, ici en France, ta clientèle, c'est... des Européens et c'est le tatouage comme dans n'importe quel shop. Là-bas, donc la clientèle, c'est les Yakuza. Oui, la clientèle là-bas, elle est à 100%. À 100% Yakuza. Et peut-être il y a un ami, mais qui a forcément un contact chez Yakuza qui vient et peut-être qu'ils veulent faire des petites choses. Mais les 99,9% sont tous des Yakuza qui viennent pour se faire tatouer les 2 bras. Il ne faut pas juste un bras là-bas, c'est 2 bras, le dos complet, ou des kimonos, ou des foules. Voilà, donc c'est un peu tous ces gens-là qui viennent et qui sont de différents clans Yakuza. Il n'y a pas qu'un seul clan qui vient. Voilà. Ce sont différentes personnes comme ça, qui sont peut-être amis, peut-être ennemis, mais elles ne se croisent jamais, puisque les timings, le maître fait en sorte que une personne vienne et il n'y a personne qui se croise. Donc même si les personnes savent potentiellement puisque le maître Oda a cette très très grosse réputation dans ce monde-là et en prison. C'est quand les gens voient et quand ils savent qu'il y a un kimono qui est fait par le maître Honda, ils savent que c'est le maître Honda qui l'a fait. C'est très honorifique de porter ce type d'irezumi fait par le maître. D'accord. On sait que les Yakuza, ils ont un peu un sens de l'étiquette, de comment se comporter, etc. Comment ça se passe quand tu es un occidental pour rentrer dans cette mentalité, cette façon de se comporter? Alors, les Yakuza ont une étiquette, un sens de l'honneur, un code de l'honneur, qui s'appelle le Ninkudo. Le fait d'être occidental, en fait, ne change pas grand-chose. Ils voient la personne, la qualité de la personne ou les défauts.
Mais voilà, si une personne aime leur culture, aime leur tradition, pour les clans traditionnalistes Yakuza, eux, ils sont ancrés dans toute leur tradition, tout ce qui fait partie du Japon est très important pour eux. S'ils voient une personne qui le respecte, qui respecte ça, pour eux, c'est aussi une fierté. Ouais. C'est une fierté de dire on s'intéresse, on respecte, on aime, on vient apprendre. Donc le fait que je sois gaijin ne changeait pas grand-chose, puisque j'étais l'élève, et je suis l'élève du maître. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans la pièce, alors oui, ils sont un peu surpris de voir un occidental, mais le maître dit « ouais, mais ça c'est mon deshi ». Donc voilà, il y a la structure, Ishi Deshi, donc le premier des apprentis. Et donc voilà, ils savent, et puis ça parle aussi, donc ils savent que le maître Honda a cet élève, et puis c'est des fois même une curiosité, ils ont envie de venir voir et dire mais qu'est-ce qu'il est capable de faire ce français mais voilà, il n'y a pas de code, ou même au sein même des Yakuza, si quelqu'un veut rentrer, il n'y a pas besoin d'être japonais. Il y a des Coréens, voilà, c'est juste des codes, des règles, il y a une intronisation dans ces clans. Et après, la personne devient en fait le fils de l'Oyabun. L'Oyabun, c'est le terme du boss dans les clans Yakuza. Et donc devient son fils. Et l'Oyabun est comme le papa. Et moi, le maître est devenu comme mon papa. Et il m'introduit comme son fils et Deshi. Voilà. Donc c'est vraiment une structure familiale. Voilà, le papa, le grand-père, etc. Et les enfants tout autour de ça. Que la structure des familles de tatoueurs traditionnels japonais est calquée sur la structure des Yakuza, des clans, les codes. Eux, ils ont certains codes, nous on a aussi certains codes. Cette étiquette, et des choses qui viennent du Ninkyodo aussi, puisque forcément tu dois avoir une façon de te comporter de la même façon avec leurs codes. C'est comprendre leurs codes et connaître ces codes. Donc la plupart des gens ne connaissent pas, mais toi, vu que tu es avec eux H24, on va dire, ce sont tes seuls clients, tu dois connaître ces codes-là, savoir s'adapter avec ces codes-là et comprendre comment tout ça s'articule et comment ça fonctionne. D'accord. Et donc la première fois que toi tu prends l'aiguille et que tu tatoues un Yakuza, tu ressens quoi? Alors d'une, très honoré que le maître accepte. De deux, c'était aussi une chose normale, c'était une suite logique des choses. Voilà, mais c'est vrai que tu attends toujours ce jour-là, puisque lui n'est pas non plus du genre à m'en parler 2 semaines avant, il me dit quelques heures avant. Donc là, il faut être... alors tu as l'adrénaline qui monte, et puis... Mais comme la formation est longue, tu répètes, c'est répétition sur répétition sur répétition. Bon, oui, il y a le stress, et tu sais ce que tu fais. Alors qu'il y a quelques secondes, pas minutes, mais un petit temps de... il faut se calmer, et puis une fois que tu le fais, j'ai envie de dire que ce soit un Yakuza, que ce soit peu importe qui. Au final, tu fais attention à ce que tu fais, tu as le regard du maître, et puis c'est même plus le regard du Yakuza, parce que lui, il est allongé, il ne te regarde pas. Il y a cette notion de peine aussi, puisqu'on est mal quand on se fait tatouer. Alors il y en a qui montent, il y en a qui ne montent pas. Eux ont tendance à vraiment annihiler totalement ça. C'est très stoïque. Stoïque, digne, fort, et il ne bronche pas. Mais c'est surtout le regard du maître. Parce que le maître comment dire, s'il doit m'envoyer bouler, m'envoyer chier, me mettre minable, pas pour me dire que c'est de la merde, il le fera. Pas devant la personne. Mais il le fera bien, donc, et puis il l'a déjà fait. Donc c'est plus ça, tu vois, la crainte. La crainte de son regard. Plutôt que la crainte du client. C'est ça, parce que le client en lui-même, une personne, qu'est-ce qu'elle veut? Un beau tatouage, voilà, et puis une cicatrisation qui soit correcte, qu'on voie les choses belles. Mais après, le comment du parce que du pourquoi, elle ne sait pas comment ça se passe. Et des fois, tu peux avoir, tu fais une ligne, la personne ne le voit pas, tu vas la doubler, c'est fini. On voit plus, tout est net, tout est nickel. Lui, il le voit. Lui, il le voit tout de suite. Tout de suite, qu'est-ce que tu as fait? Le son. Parce que tu vois, quand ton tatou, il y a ça claque. Il n'y a pas le bruit de machine qui annule ces choses-là. Bon, on va entendre, c'est bien, c'est pas bon là. Ça a trop claqué, il a fait une petite. Il a cassé la peau. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est plus lui qui me faisait. Mais bon, après, c'est sûr que la première fois, tu dis j'ai tatoué un Yakuza. Une fierté un petit peu. Oui, bien sûr.
Et donc tu m'as dit qu'aujourd'hui le maître ne tatoue plus. Ouais. Donc tu es quelque part le dernier de cette lignée de tatoueurs. Le dernier, oui, du clan du maître et de la lignée Nakamura, Honda et moi. Parce que le maître Honda a eu d'autres élèves. Mais ces élèves, pour celui qui a été le plus formé, mis à part moi, c'était 3 ans. Okay. Et moi, je rentre dans la 9e année. Donc, et puis cette personne a arrêté, ne tatoue plus du tout. D'accord. Et donc même au bout de 9 ans, tu te considères encore comme apprenti du maître. Tu seras toujours un apprenti du maître en réalité. Oui, comme lui. Alors, ça paraît encore une fois, pour notre notion à nous, on pense que quand on est capable de tatouer seul ou d'être, voilà, on devient professionnel, on n'a plus besoin d'apprendre ou disons qu'on est arrivé déjà à un statut. Là-bas, le maître, lui, me parle de son maître comme son maître. Et ça restera son maître jusqu'à ce qu'il meure. Et moi, dans la même vision des choses, parce qu'après, tu es formaté. Tu vois, tu es formaté quand on parle du Ninkyudo et toutes ces codes et ces choses dans le monde Yakuza, dans le monde des tatoueurs traditionnels japonais, tu es aussi formaté à ça. Moi, il m'a formaté à me lever, à nettoyer, à ranger, à me taire, à faire les trucs d'une telle et telle façon, de se comporter. Et donc, si tu veux, la hiérarchie, tout ça, en fait, on te formate pour que tu deviennes un déchi sous ces codes-là, sous ces règles-là. Et donc, forcément, c'est logique que oui, bien sûr, je serai toujours son élève et j'apprends. Et quand je vois les dessins de ses tatouages, puisque maintenant il a pris sa retraite après 35 ans, il me montre et donc on va toujours voir des nouveautés, des choses qu'on n'a peut-être pas compris. Encore une fois, ça reste le tatouage traditionnel japonais. Quand on fait les aiguilles, c'est à la main, c'est à l'œil, c'est l'habitude. Donc il y a les aiguilles qu'on va monter mieux et ça se perfectionne tout le temps. Voilà. Et puis des fois il va te dire voilà, tu vois ça, tu n'étais pas encore prêt, il y avait trop d'informations pour que je te rajoute encore un truc que tu ne comprendras pas. Là maintenant tu peux le comprendre parce que voilà, le temps passé fait que c'est comme l'encre. C'est difficile à apprendre à quelqu'un comment elle va bouger sur le suzuri, sur cette ardoise où je vais travailler mon soumis, comment elle bouge. Tu peux pas l'apprendre, ça peut pas être défini sur un cahier des charges, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est pas une machine qui fait comme dans le tatouage moderne. Il y a des bouteilles, tu les achètes, tu sais que la bouteille va être égale à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. On est vraiment sur quelque chose de linéaire. Là, non. C'est vraiment le feeling, l'œil, comment elle bouge, voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est le temps qui fait que... Parce que tu as travaillé ton encre, tu essaies de te rappeler comment elle bougeait, tu vas piquer, tu vois un rendu, tu l'as travaillé différemment, tu vas piquer, tu vois un autre rendu. Et tout ça, voilà, il faut arriver à avoir quelque chose qui soit cohérent dans la manière et dont tu vas travailler, là, puisqu'on parle de l'encre, du résultat que tu vas avoir pour qu'au long terme, tout soit égal. Quand tu travailles, ton noir sera avec le même intensité. Voilà, en intensité tous les jours et tous les jours tu dois la travailler quand tu as des rendez-vous, puisque je la travaille avant les rendez-vous, parce qu'on ne peut pas la garder, elle est pas, comme tout ce qu'on met dedans c'est naturel, donc on peut pas tu peux la garder 1 ou 2 jours, sinon après tu peux la jeter. Donc moi ce que je fais c'est que je fais une dose, je fais toujours des doses pour le client, sachant ce que je vais faire, puis après je jette mon petit truc, je le jette et puis je recommence. Donc forcément, et puis comme on a des grosses pièces, le noir qu'il y a au-dessus doit être égal à celui d'en bas, etc. Il faut que tout soit homogène. Donc, et tout ça, ça se travaille, et les aiguilles aussi. Les aiguilles, on les fait, on les jette. Donc on doit les refaire. Et sur le même client, si elles seront tordues ou machin truc, ça va se voir. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment essayer d'être régulier, et c'est du répétition sur répétition sur répétition sur répétition. D'accord. Et donc du coup, tu as côtoyé sur place beaucoup de Yakuza avec donc ce code de l'honneur, cette façon de se comporter et tout. Est-ce qu'il y a des fois où, sans faire exprès, tu as commis des impairs et où ça a chauffé pour toi un petit peu Ouais, il y a eu plusieurs choses. Une pas très grave et une très grave, qui aurait pu prendre des proportions graves.
Une fois, c'était en fait un yakuza que je voyais assez souvent chez lui, puisqu'il est très tatoué. Et puis avec lui, il y avait un feeling, je sais pas, il était sympa et il allait presque comme un occidental, quoi, à me taper dans la main, machin. Et c'est vrai que la première fois, je lui ai serré la main, puis il m'a un peu regardé comme ça et ça l'a fait sourire en fait. Okay. Ça a fait sourire tout le monde. Parce qu'il savait, voilà, c'était pas fait exprès, c'était une marque, pour moi c'était le respect et c'était pas à faire. Ouais. Mais bon, voilà, après on me l'a dit et je m'en suis excusé, lui ça le faisait rire. Et puis des mois et des mois passant, il me faisait la mise. Ok, ouais. Donc voilà, il a compris, c'était bien passé, le maître ça le faisait rire, il dit tu sais, t'es le seul à qui il fait la mise. Bon voilà, c'était rigolo. Après il y a une anecdote c'était une erreur de traduction. Okay. Il y a eu une erreur de traduction, j'ai demandé, parce que j'avais pas internet, donc j'avais demandé qu'on me fasse une traduction, on m'a envoyé par SMS. Ouais. Et là, catastrophe, traduction complètement erronée, qui était un manque de respect mais terrible pour le maître. Le maître là rentrait dans une colère noire, on était en France, a voulu partir. Il m'a dit je prends mes affaires, je rentre au Japon et toi c'est fini, je ne veux plus rien entendre parler de toi, je ne veux plus te voir, je ne veux plus te machin, terrible. Et donc le matin, donc toute la nuit comme ça, terrible, il me collait une rage, il ne s'arrêtait pas. Et donc je rencontre par hasard une dame qui a une école de japonais, qui s'appelle Toshie, que je remercie Toshie, qui balaye. Ouais. Sa petite école, parce que c'est une professeure de japonais, ça fait 17 ans qu'elle est en France, elle est japonaise. Je lui explique la situation, elle me voit débrouiller comme ça, je pense qu'elle a dû se dire mais qui c'est ce fou, élève d'1 mètre de tatouage traditionnel, voilà. Et donc elle me dit venez, et on arrive, le maître en kimono, avec les tatouages 3 par an, alors que c'est quelque chose qu'il ne fait pas. Ouais. Et là ils s'en foutaient complètement, ils rentrent dans le truc, ils commencent à parler, moi j'étais là comme ça. Et elle écoute, et elle m'explique. Elle m'explique, c'est une incompréhension et une erreur qui n'était pas du tout de mon fait. Je ne voulais pas leur abaisser, voilà, que ce soit une situation qui prenne cette propension-là. Et elle m'a dit, la seule chose qui aurait pu changer, c'était le yobitsume. Que je me sectionne le petit doigt pour me faire pardonner, qui m'excuse de mon erreur. D'accord, donc ça a été vu vraiment comme un gros manque de respect. C'était terrible, c'était absolument pas volontaire. Voilà, c'était absolument pas volontaire. Elle lui a expliqué les variantes qu'il pouvait y avoir en français et que c'était pas du tout ce que j'avais envie de dire et ce que je voulais dire. Donc là, il a compris, il s'est calmé, je truc, on a bu du thé, du coup j'ai pu m'asseoir et tout était rentré dans l'ordre. Et donc aujourd'hui, dans le milieu des Yakuza, est-ce que ça se fait encore autant qu'avant de se faire tatouer? Ou est-ce que même dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins? Alors oui, c'est quelque chose qui se perd aussi dans ce milieu pour différentes raisons. Tu vas avoir des clans Yakuza traditionnels, eux qui ont vraiment un ordre établi très strict, des valeurs traditionnelles, etc. Et le tatouage en fait partie, mais à l'irizumi, au tebori, pardon, donc fait des lignes au remplissage, aux couleurs, etc. Tout fait de manière traditionnelle. Et des clans qui vont être plus modernes, moins fermés avec cette rigidité des règles, et qui va être un petit peu une nouvelle génération de jeunes qui n'ont plus forcément peut-être envie cette structure dure, lourde. Et donc le tatouage en fait partie. Et puis ils vont aller voir des tatoueurs qui travaillent à la machine, qui sont aussi, qui font des très belles choses. Mais en fait, on est vraiment, c'est une différence de technique et de rendu. Après, il y a des très très belles choses qui sont faites à la machine. Elles sont modernisées. Et eux veulent quelque chose qui est plus rapide aussi. Parce que c'est vrai que faire un corps complet au tebori, ça met des années. Donc un corps complet ou vraiment un kimono assez imposant, à la machine en quelques mois c'est réglé. Il faut que la personne elle tienne. Et puis voilà, donc ça c'est pas forcément le problème.
Et puis après aussi des clans ou même enfin, des yakuza qui ne se sont plus du tout tatoués. Parce que, encore une fois, voilà, il suffit d'enlever le t-shirt, c'est catalogué, quoi. C'est la personne, on sait, et puis c'est ce que font, ils prennent en photo les tatouages, et puis toutes ces lois aussi font que toutes les familles, il y a les noms des membres, donc on sait qui est qui et qui fait partie de quel clan, quelle famille. Donc il y a de ça, et donc ça a tendance à partir, il y a de moins en moins de familles et de structures comme ça, parce qu'il y a une répression terrible au niveau de l'État. Donc est-ce que tu as des dernières anecdotes à nous raconter, quelque chose qui te vient en tête Ouais, une anecdote par exemple quand on parle des règles et des codes et des sanctions, il y a une histoire d'un tatoueur que connaissait bien le maître Honda. Et lui, pour le coup, pour le Yobitsume, il manquait 4 phalanges. Okay. Donc je me suis dit, 4 phalanges, c'est quand même beaucoup, en problème. Et lui, tatoueur, et il était plus tatoueur. Et j'ai demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et donc, il m'explique que, si tu veux, quand on fait le stencil, au Japon, on n'a pas forcément tous les trucs qu'on a ici. On va travailler sur une feuille de soie qui est transparente. Et un stylo plume et de l'encre spéciale pour faire le transfert. Et donc c'est vrai que si tu dessines et les mois passent et que tu tu te rappelles plus du sens, tu le mets au miroir. Et le côté ballot, c'est que le mec, c'était dans le dos. Ouais. Le type ne voyait pas ce qu'il mettait comme stencil. Et il a inversé. Et c'est qu'à la fin, son copain, il regarde, l'autre il se prend une photo et il a dû se couper les phalanges. Je trouvais ça ballot pour un tatoueur. Mais bon, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a. C'est vrai que. Et puis à l'époque, il le faisait même au niveau du pouce. D'accord. Ouais. En tant que tatoueur, c'est fini. Tu peux plus rien faire, quoi. Bon, David, merci merci à toi de m'avoir répondu. Avec grand plaisir. Bon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, n'hésitez pas à contacter David si le tebori vous tente et que vous avez un projet de tatouage que vous voudriez discuter avec lui. Si cette vidéo et la précédente vous ont plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à la semaine prochaine.